Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où je me suis dit, comme je vous le sors au moment de Pâques, qu'on allait y parler de chocolat, un peu de douceur après l'épisode de la semaine dernière, ça nous fera pas de mal. Et j'arrive à vous faire un épisode, je pense, assez complet sur juste le chocolat parce qu'on va parler de plusieurs choses. On va retracer les origines du chocolat, du pourquoi nous avons la coutume, en tout cas en France, de manger du chocolat à Pâques. On va aussi parler de la cérémonie du cacao, qui est un rituel sacré assez répandu aujourd'hui dans les sphères de la spiritualité, du développement personnel, etc. Et on va également terminer sur la symbolique alimentaire qui se cache derrière le chocolat. Tout un programme. J'ai adoré préparer cet épisode. J'espère qu'il va vous plaire autant qu'à moi. Il va y avoir des passages où on va un petit peu parler de science, de médecine, vous allez le voir. J'aime bien autant l'aspect cartésien que plus spirituel. Et j'ai mélangé tout ça dans cet épisode. Donc, je vous donnerai aussi à la fin, je vais vous proposer un petit exercice de pleine conscience pour clôturer l'épisode. Et ce sera tout à la fin. En attendant, il va falloir écouter tout ce qui se passe avant. Alors, commençons par les origines du chocolat. Qui a inventé le chocolat? On le remercie d'ailleurs. On le remercie ou la remercie. Alors pour ça, on va plonger dans l'histoire du cacao parce que avant d'être les tablettes souvent addictives qu'on retrouve dans nos rayons de supermarchés occidentaux, le cacao, c'est avant tout un arbre, le cacaoyer, sur lequel poussent des cabosses. En 2018, je suis partie 3 semaines en road trip toute seule au Costa Rica et j'ai visité le musée national du cacao qui est en plein air sur la côte est, vers Cahuita pour ceux qui connaissent. Et c'était impressionnant en fait de voir la fleur du cacaoyer qui devient cette énorme cabosse assez lourde en fait, qui pousse d'ailleurs autant sur les branches que sur le tronc de l'arbre. Et ensuite d'ouvrir ces cabosses qui contiennent entre 16 et 20 fèves de cacao et de transformer tout ça plus tard en chocolat à travers plusieurs étapes. Moi, j'ai adoré en fait découvrir, tous les processus, depuis, l'arbre jusqu'au chocolat en fait. Et la nature est incroyable, tout comme notre corps. Et en fait, les humains ont eu l'idée, de faire, ce que l'on connaît aujourd'hui du chocolat et je trouve que vraiment ce sont des génies. Voilà, l'intelligence, de la nature et l'intelligence humaine qui font un combo, ça donne des belles choses, souvent. Pas toujours, le progrès, c'est pas toujours chouette, mais là, en tout cas, en l'occurrence, c'était cool. Alors, pour retracer les origines du chocolat, on va remonter le temps, hein, et on va se rendre en Amérique centrale, justement, où il y a le Costa Rica, entre autres, à 1500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque, en fait, des grandes civilisations précolombiennes. Donc, ce qu'on appelle civilisation précolombienne, c'est-à-dire que ce sont les civilisations qui étaient présentes avant l'arrivée de Christophe Colomb. Donc, les plus connus, ça va être les Mayas, les Aztèques, les Incas et les Toltèques. Mais c'est le peuple des Olmèques, considéré comme la plus ancienne civilisation connue, en tout cas de Mésoamérique, le nom qu'on donnait à l'époque à ce territoire, qui serait considéré en fait comme les précurseurs de la découverte du chocolat. En fait, leur méthode, elle consistait à broyer les graines de cacao puis à les mélanger dans de l'eau bouillante, donc ça faisait une boisson amère, hein, et mousseuse aussi. Et en fait, c'était pas, aussi bon que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est grâce aux Mayas qui, quelques siècles plus tard, ont repris en fait, ce chocolat et qui ont développé, l'art de le perfectionner, ce breuvage. Et ils vont venir en fait y ajouter des épices, de la vanille, du piment, du miel. Ils vont relever le goût en fait et ils vont même parfois le sucrer. Et en fait, le chocolat a été surnommé par les Mayas, la nourriture des dieux. Et le cacaoyer était pour eux un arbre divin et on l'utilisait lors de cérémonies sacrées, lors de cérémonies spirituelles pour honorer les divinités. Et en fait, le cacao va prendre une place culturelle et médicinale très importante. Il va être utilisé en fait à des fins thérapeutiques et énergétiques. Et on va vraiment le considérer comme un remède. D'ailleurs, ces peuples, ils vont observer que le cacao permet de soigner des blessures, des gerçures, des brûlures, des morsures de serpent.
Et cette fève de cacao, ça va même aller au-delà parce qu'elle va évoluer comme monnaie d'échange pour troquer des marchandises. Elle a beaucoup de valeur et en fait, le chocolat va devenir un produit de luxe. Alors, il est arrivé chez nous en 1528. C'est le conquistador Hernán Cortés qui rapporte des fèves ainsi que la recette en fait de préparation du chocolat en Espagne. On aurait pu l'avoir plus tôt en Europe parce que on a Christophe Colomb qui a goûté en fait la boisson du cacao en 1502 sur l'île de Guanara, sauf que il l'a trouvé trop amer. Clairement, le cacao cru, c'est pas le chocolat qu'on connaît, hein, c'est très amer et en fait, il a pas trouvé un intérêt à venir l'importer en Europe, donc ça s'est pas fait à ce moment-là. Mais c'est les Espagnols qui ont quand même l'exclusivité du chocolat pendant de nombreuses décennies en Europe. Et puis à cette époque-là, au tout début, il va surtout être consommé dans les cours royales, au sein de l'aristocratie, ça va être un produit très élitiste. Ensuite, au 19e siècle, on a la révolution du chocolat qui va apparaître grâce à l'industrie de la chocolaterie. Alors, la première chocolaterie, elle a ouvert à Barcelone en 1789 et la première usine a été construite en 1815 par le néerlandais Van Houten. Ça vous dit peut-être quelque chose, les cacao en poudre Van Houten, à Amsterdam. En 1875, on a les Suisses Daniel Peter et Henri Nestlé qui créent le chocolat au lait. Et puis, à cette époque-là, on a aussi les Européens qui sont en train de coloniser de plus en plus le territoire africain et qui vont apporter le cacaoyer avec eux sur le sol africain pour planter en fait des cacaoyers un peu partout, notamment à Sao Tomé et Principe, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, avant d'étendre les plantations, en fait, sur tout le continent. Et cette ère industrielle, par rapport au chocolat, elle va faire décliner la production en Amérique du Sud et c'est l'Afrique qui va devenir un peu le nouvel empire du cacao et d'ailleurs depuis le début du XXe siècle, c'est, l'Afrique qui a pris la tête du plus grand producteur de cacao. Mais voilà, pour les origines du chocolat, on le doit à l'Amérique centrale, aux peuples autochtones de l'époque précolombienne et maintenant il est plus réservé qu'aux riches, ça s'est bien démocratisé et on en a tous dans nos placards et voilà un petit peu le parcours du chocolat. Alors, pourquoi d'ailleurs on a cette tradition en France de manger du chocolat à Pâques? Donc il y en a qui vont écouter cet épisode carrément hors, période, à laquelle je le publie originellement, où on va arriver en fait dans le week-end de Pâques. Mais ça pourra toujours être utile d'avoir, un peu de connaissances à ce sujet si vous ne savez pas pourquoi en fait on mange du chocolat à cette période. Ça me paraît, important de préciser, de rappeler déjà ce que Pâques représente dans la religion chrétienne, parce que c'est une fête religieuse et ça vient marquer la fin du carême. Donc le carême, c'est une période de jeûne qui dure 40 jours dans la religion chrétienne, où on invite en fait les croyants à un retour à soi, à, se dépouiller du superflu, à venir se recentrer sur l'essentiel et potentiellement, à réduire en fait, voire à supprimer carrément la consommation de certains aliments pendant cette période, comme la viande, les œufs, les produits riches et les produits sucrés. Et le dimanche de Pâques, les chrétiens fêtent la résurrection du Christ et Pâques représente donc aussi une symbolique du passage de la mort à la vie. Pendant le carême, en fait, on peut aussi vivre une mort symbolique et on vient célébrer la renaissance, le retour à la vie, à la douceur pendant le week-end de Pâques. Maintenant, pour les œufs en chocolat, l'œuf, en fait, dans son symbole universel, dans de nombreuses cultures et civilisations, c'est un symbole de vie, de renaissance, de fertilité, de création. Et d'ailleurs, chez les Perses, chez les Égyptiens ou les Romains, on offrait des œufs pour célébrer le printemps, pour célébrer le renouveau. Il y avait cette tradition-là. Et l'œuf symbolise aussi évidemment la transformation. Et au Moyen Âge, dans le christianisme, l'Église a interdit de manger des œufs pendant le carême, donc on les conservait et on venait les peindre et les décorer, pour célébrer en fait à Pâques et au XVIIIe siècle, il y a l'idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat qui est arrivée pour marquer la fin du carême
Et au 19e siècle, les œufs tout en chocolat sont apparus sur le marché. Donc ça, c'est pour les œufs en chocolat. On a aussi, on retrouve tout le temps, le lapin au chocolat à cette période. Alors pourquoi on fait des lapins au chocolat? Et ben en fait, ça vient de traditions païennes germaniques et c'est associé à Ostara, la déesse du printemps. J'en ai déjà parlé d'Ostara dans l'épisode 30 sur les 8 fêtes sacrées. Parce que qui dit printemps dit fertilité, comme on l'a évoqué plus tôt, la nature va éclore et le lapin est un animal qui est souvent associé à la fertilité parce que les lapins se reproduisent vite et en abondance. Donc, on peut aussi retrouver des lapins au chocolat par rapport à ça. Et en France, c'est pas vraiment les lapins qui apportent les chocolats, mais plutôt les cloches, celles des églises en fait. Dans la tradition, à partir du jeudi saint, pardon, les cloches, des églises, elles cessent de sonner. C'est symbolique en fait. Elles cessent de sonner en signe de deuil pour commémorer la mort du Christ. Et en fait, on a raconté aux enfants que les cloches, elles partaient s'envoler en fait pour Rome, pour aller se faire bénir par le pape et qu'elle revenait le matin de Pâques, chargée de friandises et de chocolat, qu'elle cache dans les jardins pour célébrer la résurrection du Christ. Je sais, la marmotte, elle met le papier, la tablette dans le papier d'alu, etc. Mais voilà, ce sont les croyances religieuses autour de ça. Et qu'on soit croyant ou pas, je trouve que c'est intéressant de connaître ce qui se cache derrière tout ce marketing aujourd'hui autour du chocolat à Pâques et le sens en fait qu'il y a derrière ces traditions qui se sont construites au fil des siècles. Alors, on va revenir un peu maintenant aux origines sacrées du chocolat pour parler de quelque chose qui est très tendance aujourd'hui dans la sphère du développement personnel et de la spiritualité. Ce sont les cérémonies du cacao. Donc peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, vous avez même peut-être déjà assisté à une ou plusieurs cérémonies. Personnellement, j'ai assisté à 2 cérémonies du cacao. Une que j'avais pas vraiment prévue au programme, c'était pendant l'anniversaire d'une amie. Heu, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre et une autre que j'ai volontairement, réservée de ma part et ça se fait beaucoup maintenant, en fait, dans les cercles de femmes, dans les retraites spirituelles, on retrouve beaucoup maintenant cérémonie, du cacao sacré. Alors comment ça se passe? En fait, à travers ces cérémonies, on invite à revenir, en fait, à ce qu'était le cacao à ses origines, c'est-à-dire un élixir sacré. Rappelez-vous la nourriture des dieux, ils l'appelaient comme ça dans les traditions ancestrales. Et chez les Mayas, chez les Aztèques, le cacao était vraiment vu comme un pont entre les mondes. Il nous permet d'accéder à des parts de nous, à développer plus de présence et être plus en alerte pour accéder à des parts de nous qu'on ne verrait pas forcément en étant dans notre état, automatique tous les jours. Et aujourd'hui, la cérémonie du cacao, c'est un espace sacré, c'est un cercle. On peut aussi faire sa propre cérémonie toute seule chez soi, hein, il y a pas besoin d'être en groupe, mais dans les événements qui sont organisés, voilà, c'est en cercle. Souvent, c'est accompagné de musique, de chant, de méditation, parfois même de danse et on va boire, en fait, une boisson préparée à base de cacao pur, cru, qui est pas transformée. C'est une boisson qui est de base très amère. Moi, personnellement, j'aime bien, mais il faut pas s'attendre à un chocolat chaud très gourmand et très sucré. C'est pas du tout le cas ni le but, en fait, de ça. Mais ça peut être agrémenté d'épices, ça l'est souvent pour rendre plus agréable. Et le but, en fait, c'est de venir, ouvrir le cœur. Parce que le cacao, c'est considéré comme une plante médecine qui n'est pas psychotrope et qui va agir sur l'énergie du cœur. En fait, le cacao cru, celui qui est extrait des cabosses, hein, pas les barres de chocolat du supermarché hyper sucrés qu'on a souvent dans nos placards, on parle vraiment du cacao cru, il contient, entre autres, de la théobromine. Alors, on va entrer dans une partie du podcast un peu plus cartésienne, parce que je suis comme ça, et parce que je trouve que c'est important de comprendre pourquoi le chocolat a cette place dans les cérémonies et plus globalement dans nos vies, parce qu'il y a un sens derrière, vous allez comprendre. Le nom générique du cacaoyer, c'est Théobroma. Théos en grec qui signifie Dieu et broma, nourriture, d'où le fameux nourriture des dieux, souvenez-vous. Et la théobromine, c'est un alcaloïde, c'est-à-dire une molécule qui est
voisine, cousine, très proche de la caféine, donc qui a un effet énergisant et stimulant, mais beaucoup moins brusque que le café. Parce que je sais pas pour vous, mais moi je suis pas une grosse habituée de café. Je veux dire, j'en bois pas des tasses et des tasses par jour. Donc quand j'en bois un en général, vraiment ça lance la machine, ça me fait démarrer, je sens tout de suite les effets. Là, avec le cacao, c'est un effet qui va se propager de façon plus douce, plus lente et aussi plus durable. Et d'ailleurs, les cérémonies du cacao durent en général longtemps, ça peut durer 3 4 heures. Et en médecine, cette molécule, elle est utilisée comme stimulant cardiaque et aussi comme vasodilatateur, c'est-à-dire qu'elle va venir dilater et élargir les vaisseaux sanguins. Ça nous permet en fait de réduire la pression artérielle, ce qui permet en fait à notre sang de circuler plus facilement dans le corps. Et ça agit aussi du coup comme un relaxant musculaire. On fait un peu de science, humaine, mais moi j'adore décortiquer, j'aime beaucoup expliquer le pourquoi du pourquoi du pourquoi, parce que je trouve que c'est vraiment important de comprendre et de mettre du sens derrière nos pratiques. Voilà, même les pratiques spirituelles, je vais pas dire que tout s'explique, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui s'expliquent et j'aime bien faire les liens pour qu'on puisse comprendre un petit peu d'où vient tout ça. Donc on en revient à nos cérémonies et au fait que le cacao vient ouvrir le cœur. Donc vous comprenez maintenant qu'il y a de la biochimie derrière, c'est pas juste, un acte perché. C'est pour ça qu'on dit que le cacao a des vertus médicinales. En fait, le chocolat, il renferme aussi ce qu'on appelle du tryptophane et ça, c'est hyper important pour notre bon fonctionnement. Alors merci ma formation en nutrition santé qui va me permettre de vous expliquer, rapidement aussi ce qui se passe là. Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel. En fait, on a 9 acides aminés qui sont dits essentiels parce que notre organisme ne sait pas les fabriquer par lui-même. Donc en fait, ces acides aminés essentiels, ils doivent être apportés à travers l'alimentation et ils sont indispensables pour fabriquer des protéines et aussi pour produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine, par exemple, qu'on appelle souvent l'hormone du bonheur. Qui n'est pas très juste parce que c'est pas une hormone, c'est un neurotransmetteur, mais on la connaît dans les termes populaires comme l'hormone du bonheur. Et en fait, notre système nerveux, il a besoin d'acides aminés pour produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Donc, en mangeant du chocolat, on consomme du tryptophane, ce qui permet à notre cerveau en fait de fabriquer plus facilement de la sérotonine, qui va avoir un effet apaisant, un effet sécurisant sur notre système nerveux. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. C'est parce qu'on va consommer des aliments qui contiennent cet acide aminé essentiel qui est le tryptophane, qu'on va pouvoir produire de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur vital pour lutter contre la dépression, contre l'anxiété, qui vient jouer son rôle avec la régulation de l'humeur. Et en fait, c'est cette sérotonine qui va être le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Cette hormone qui, en fait, nous permet, de dormir, et d'avoir un sommeil réparateur. Alors, à ce sujet, je vais vous partager un conseil précieux que j'ai reçu en formation en nutrition santé. Pour avoir un sommeil récupérateur, il est conseillé de consommer un encas, donc un goûter vers 16-17 heures, qui va être source de tryptophane, mais auquel on va aussi ajouter une source de glucides pour qu'il y ait une meilleure assimilation. Parce qu'en fait, le tryptophane, il a besoin d'un coup de pouce pour entrer dans le cerveau et ce coup de pouce, il va être apporté par les glucides parce que les glucides vont venir déclencher la sécrétion d'insuline. Voilà, je vais pas rentrer dans plus de détails, c'est pas un cours de nutrition l'épisode, mais j'ai pas envie de vous perdre non plus, mais voilà. Concrètement, ça va être de consommer, par exemple, un carré de chocolat noir, le plus cru possible, donc avec un pourcentage à minimum 70, avec une tranche de pain complet. Ça peut être du granola maison, ça peut être une banane avec des graines de courge, des noix de cajou. Si vous aimez, ça peut être aussi un porridge dans du lait végétal, vous savez, des flocons d'avoine chauffés avec du lait. On peut même concasser un petit carré de chocolat noir dessus. Voilà, ça vous aidera en fait à favoriser la sécrétion de mélatonine pour mieux dormir, à condition évidemment de ne pas être sur les écrans toute la soirée, d'instaurer en fait un retour au calme le soir, une routine qui vous permet de réinstaurer du calme avec des lumières tamisées, des lumières douces pour indiquer au corps que on est en train d'entrer dans la nuit et on se prépare au sommeil.
Voilà, en gros, le cacao, ça nous rend joyeux, ça nous rend plus réceptifs et plus présents aussi à ce qui se passe. Et c'est pas pour rien qu'on a tendance à en manger quand on se sent triste aussi. Mais on va y venir dans quelques instants quand on va parler de la symbolique alimentaire. Le cacao dans les cérémonies, il devient un guide en fait. On l'honore et on entre en relation avec sa médecine naturelle. On lui redonne sa dimension sacrée qu'il y avait dans les rituels ancestraux et c'est vraiment un acte de reconnexion à soi, aux autres aussi et aux vivants parce que voilà, c'est la nature qui nous offre tout ça. Bon, j'espère que je vous ai pas trop assommé et que vous êtes toujours ici avec moi. Parlons maintenant de la symbolique alimentaire du chocolat. Alors, je pense qu'avec l'explication qu'on vient de faire sur l'aspect plus nutritif du chocolat, vous comprenez pourquoi on a tendance à en consommer souvent dans des moments de stress, de fatigue ou de tristesse. Moi, je me tourne souvent vers le chocolat dans ces moments-là, c'est pas un hasard. Et comme on a, parlé que dans les cérémonies du cacao, le but, c'est l'ouverture du cœur, et ben, le chocolat, il est relié au cœur, donc à l'amour et au partage. D'ailleurs, dans notre société moderne, on a tendance à offrir, hein, du chocolat à la Saint-Valentin, par exemple, ou à Noël. Donc ben, le premier, ça va être, la fête des amoureux, qu'on l'aime ou pas avec son aspect marketing, mais en tout cas, voilà, c'est installé dans notre société. Et puis, ben, à Noël, le partage en famille et cetera. Donc, en fait, en manger, ça peut être un indicateur d'un besoin d'amour, de réconfort, de douceur, de connexion et de partage. Pour les femmes, dans notre cycle, j'ai envie de faire une parenthèse là-dessus. Je sais pas vous, mais moi, j'ai des envies viscérales de chocolat dans ma période de SPM, le syndrome prémenstruel, donc juste avant les règles. Et je le vois venir en fait et je m'observe mois après mois. J'ai une application où, je traque mon cycle depuis des années. Je suis très intéressée au cycle féminin, celles qui me suivent depuis les débuts, j'ai eu ma période où j'ai proposé une formation là-dessus et cetera. C'est quelque chose qui me tient à cœur et en fait, c'est pas anodin d'avoir envie de chocolat à ce moment-là parce que le chocolat, alors on parle évidemment toujours de celui qui a une forte teneur en cacao, qui est peu sucré, voire pas du tout dans l'idéal, il est riche en magnésium. Et pendant cette phase du cycle, on peut ressentir de la fatigue, être irritable, avoir une nervosité plus, être tendu et avoir en fait des envies compulsives au niveau de l'alimentation et notamment le chocolat. Et en fait, ça s'explique. Évidemment, tout s'explique presque. On a notre taux en fait à ce moment-là de progestérone qui augmente et qui atteint un pic pendant cette phase du cycle et qui chute drastiquement avant les règles. Donc entre l'ovulation et les règles, on a, une montagne qui monte de progestérone et qui chute d'un coup, au niveau de dans notre corps, en fait. Et ça provoque des déséquilibres qui vont être, passagers, mais qui vont être généralement bien ressentis, les déséquilibres et qui vont s'exprimer, de façon pas toujours très saine. Donc la progestérone, c'est l'hormone star de notre cycle à ce moment-là et elle a une influence aussi sur nos reins. Et sans rentrer dans les détails, elle va augmenter l'élimination du magnésium dans l'urine. Donc on perd du magnésium à ce moment-là, on en perd plus que d'habitude. Et comme le magnésium contribue à notre équilibre émotionnel, entre autres, ben ça risque de partir en vrille si on ne vient pas compenser. Donc l'idéal, c'est toujours d'anticiper, en fait, cette période en venant consommer des aliments riches en magnésium, ben, tout au long de l'année, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, dans la phase juste avant la prémenstruation et de continuer pendant, évidemment. Et le cacao non sucré en contient, mais pas que. Vous avez aussi, les amandes, les graines de courge, les graines de tournesol, les noix du Brésil, les lentilles, les haricots rouges qui marchent très bien d'ailleurs dans les recettes de gâteaux au chocolat, je vous conseille de tester une fois. On ne les sent pas du tout, ça donne une texture fondante au gâteau. Moi j'ai une recette, c'est une tuerie, j'adore ça. Et on en retrouve aussi dans les légumes verts comme les épinards, les brocolis, les blettes et puis voilà, tout ce qui va être chocolat à plus de 70 de cacao minimum encore. Donc c'est pas anodin d'avoir envie de chocolat avant les règles. C'est intéressant, enfin moi je trouve ça toujours très curieux de s'observer, pour voir quelles sont nos envies à certaines phases, du mois.
et de voir les récurrences qui ont lieu, mois après mois et il y a des explications derrière, à travers les besoins de notre corps, en fait. Donc, hors cycle, si vous avez tendance à manger beaucoup de chocolat de manière générale et à avoir du mal à vous en passer, ça peut être intéressant de venir introspecter un peu sur le sujet par rapport à ce qu'il représente, l'amour, le partage, la connexion, et cetera, et cetera. De vous demander en fait, «Est-ce que je me sens seule en ce moment? Et est-ce que le chocolat vient justement combler ce vide, cette solitude que je ressens? Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que j'arrive à me donner de l'amour à moi-même? Est-ce que je me sens triste et est-ce que j'arrive à accueillir cette tristesse, à écouter son message, à le comprendre? Dans quel domaine de ma vie je ressens un besoin de réconfort? Est-ce que, je partage assez, de moments, de connexion avec des amis, par exemple? Et voilà, essayez de voir si vous pouvez faire quelques petits ajustements, des micros, changements pour essayer de vous apporter plus d'amour, de connexion et de partage, pour justement venir combler ce que le chocolat vous apporte. Faut dire aussi qu'on a des chocolats très sucrés dans nos rayons. Tout ce qui va être chocolat au lait, chocolat blanc, le pire, tout ça, il y a beaucoup de sucre et ça a aussi une explication, une symbolique. Donc là, c'est le sucre qui va venir entrer en ligne de compte dans la compréhension de la symbolique et je vous recommande un autre épisode de podcast sur le sujet que je vais vous mettre dans la description de ce podcast, de cet épisode, où ça parle de la symbolique alimentaire, mais aussi du sucre. Pas que, il parle aussi, du lait, des céréales, mais, on y parle du sucre et du lien maternel avec le sucre, ce que ça représente et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc si c'est un sujet dont vous êtes curieuse, hésitez pas à aller checker la description de l'épisode, je vous mettrai l'épisode en question. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager sur le chocolat. On va se quitter avec un petit exercice de pleine présence autour du chocolat qui est, pour tous, hein, accessible à tous. N'hésitez pas à le faire chez vous. On va pas le faire en direct, je vais vous expliquer, comment le faire quand vous aurez un moment. Donc vous allez avoir besoin d'un carré de chocolat, noir ou peu importe, c'est pas très important le chocolat que vous allez choisir. Ce qui compte, c'est vraiment l'intention que vous allez poser derrière, mais dans la mesure du possible, essayez de prendre un chocolat, noir et à minimum 70 de cacao et vous allez vous installer confortablement et vous allez poser ce carré de chocolat dans votre main et vous allez prendre le temps déjà de respirer en conscience. Donc vous pouvez fermer les yeux pour vous plonger dans votre monde intérieur. Vous pouvez vous connecter à votre respiration avec votre ventre qui va gonfler à l'inspire et qui va dégonfler à l'expire ou bien au souffle qui entre par vos narines et qui ressort par vos narines. Enfin voilà, trouvez une encre avec votre respiration et une fois que vous avez pris 3 à 5 respirations profondes, vous pouvez rouvrir les yeux et vous allez regarder ce morceau de chocolat, ce carré de chocolat, comme si c'était la première fois que vous aperceviez un carré de chocolat. Et vous allez prendre le temps d'observer sa forme, sa texture, son odeur. En fait, le but, c'est de mettre de la conscience dans ce que vous vous apprêtez à déguster et sans vous précipiter, vous allez le porter à votre bouche, mais sans le croquer, pas tout de suite. Vous allez d'abord le laisser fondre un peu. Voyez le processus qui s'enclenche, au niveau de votre bouche, de votre langue, de ce carré de chocolat qui se met à fondre. Venez voir aussi ce que ça, éveille en vous. Est-ce que, vous ressentez, soudainement du plaisir, un shoot de calme, des souvenirs qui viennent ou bien, vous vous sentez énergisé? Observez et en fait, dites-vous que vous venez offrir ce carré de chocolat comme une offrande à votre temple sacré qu'est votre corps. Quand votre dégustation est terminée, vous pouvez, si vous le souhaitez, porter une main à votre cœur et formuler une intention, ou répéter un mantra qui vous parle. Ça doit vibrer avec vous. Vraiment, c'est important, ça doit vibrer avec ce que vous vivez sur le moment présent. Alors je précise que vous n'avez pas besoin de ne pas aller bien pour faire cet exercice, vous pouvez le faire n'importe quand, que ça aille super bien dans votre vie ou que vous ayez besoin de réconfort et trouvez une phrase que vous pouvez répéter à voix haute ou dans votre tête et que vous venez,
répéter pour clôturer ce petit exercice. Vous pouvez même le faire avant de déguster le chocolat pour renforcer encore plus la symbolique parce que voilà, vous transmettez ce mantra au chocolat qui va être porteur de ce message dans votre corps et voilà. Je vous invite à tester et à voir ce qui se passe et si ça vous plaît, n'hésitez pas à réessayer de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, on va se quitter sur ça. Je vais vous mettre plein de petites choses dans la légende de ce podcast, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et puis je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez des belles fêtes de Pâques, que vous soyez croyant ou pas, mangez des chocolats, faites-vous plaisir, et puis on se dit à tout bientôt.